diplomatique, j'étais administrateur de 4D, débat et dossier pour le développement durable. C'est l'association alternative, vraiment à gauche, qui est créée par les anciens membres du PSU, qu'on a appelé maintenu. Le PSU maintenu, pourquoi? Ça veut dire il a intégré au problème social le problème environnemental. Qu'ils ont été parmi les créateurs de Verts ou qui ont posé des problèmes au Parti Socialiste parce qu'ils n'intégraient pas, quand ils disaient à chaque fois développement, développement durable et environnement, sans comprendre que réellement dans le monde développement durable, il y avait le triptyque, l'économie, le social et l'environnement, pour montrer comment réellement ils se sont appropriés l'environnement, même d'une façon à travers les experts. Alors moi, mes questions est effectivement, le problème de la gratuité de transport est vraiment rien, mais il est nécessaire, si on ne parle pas de la ville durable dans le sens de la complexité. C'est-à-dire, quand on lit les textes de l'ONU, ce qu'on entend par développement durable appliqué à la ville, c'est incroyable. D'ailleurs, il ne dit pas comment il faut faire, mais il dit à chaque fois, est-ce qu'on se pose les bonnes questions pour intégrer le triptyque? C'est-à-dire, on ne peut pas séparer l'économie de l'environnement ni le social. Et comment, effectivement, c'est dommage qu'il n'y ait pas un tableau là, comment on arrive dans cette cercle vertueux, ces trois cercles, et dans le centre, dont on sait qu'est-ce que c'est le social, qu'est-ce que c'est le vivable et le viable, mais les trois points à relier autour de la durabilité. On ne sait pas ce que c'est la durabilité. C'est la construction qu'on doit faire. C'est-à-dire, c'est une construction qu'on a imaginée jusqu'à maintenant, depuis que l'industrie existe. On a eu simplement des indicateurs à double dimension. Abscisse ordonnée, point, l'évolution, vous voyez. Mais réellement, maintenant, la durabilité, c'est la multiplication d'indicateurs. Pourquoi cette multiplication? Comment ils se relient entre eux? Alors, moi, je dis, bon, bien sûr, le développement durable, mais c'est malheureusement, c'est du moyen et du court et du long terme. Mais, en même temps, la gratuité du transport en commun, c'est une solution possible à court terme. C'est ça qui va permettre progressivement de prendre conscience des autres latéralités. Et ça qu'il faut prendre, ça, la gratuité de transport est une vision effectivement nécessaire à court terme, parce que la population souvent ne comprend pas malheureusement ces complexités, sachant que les experts, quand ils parlent de ces complexités, Edgar Morin n'arrête pas de dire, ne disent que des conneries. Puis c'est une connaissance nouvelle qu'il faut s'approprier chemin faisant. Ceux qui disent on a déjà les solutions ne font que des erreurs. Alors, d'accord, il faut comprendre son mouvement, c'est comme il faut comprendre le mouvement de la vitesse. La vitesse, le capitalisme l'a compris, à travers la financiarisation et la monétisation numérique. L'abstraction incroyable, vous pouvez pas voir. Allez voir le dernier film qui vient de créer avec Clooney, là, qui passe en ce moment, il explique ce que c'est cette vitesse d'argent et comment on manipule, soi-disant à travers des algorithmes, mais réellement à l'intérieur des algorithmes, le meneur de l'algorithme, il faut le voir, il crée un trou pour justement, pendant ce trou, vu la vitesse de l'argent qui circule, et simplement il crée un trou pendant 10 secondes pour s'approprier 500 milliards de dollars. Alors, ma question est de dire, oui, effectivement, le transport dans la ville, il faut se le poser, la gratuité, d'autant plus que c'est un problème, il est au cœur du dispositif du climat, sachant que la population urbaine, déjà dans le monde, représente 50%, et ça veut dire, il faut se poser uniquement cette question par rapport à cette globalité qui est nécessaire. Et ça, à mon avis, je n'ai pas la preuve de meilleure autre chose. Le transport est une vision première. Oui, je ne vais pas parler d'utopie, je voulais juste porter un témoignage de ce qui se passe dans une commune proche de Grenoble qui s'appelle Voiron. Le pays voironnais, c'est 80 000 habitants. Ça va de Vorep au pays du nord de l'Isère pratiquement. Et j'ai entendu plusieurs fois dire que les transports publics, entre autres, c'est une question de volonté politique. Alors, le pays voironnais en est une très bonne illustration. Le transport dans ce pays-là coûte 9 millions d'euros chaque année. Et
les recettes commerciales, les tickets, rapportaient 300 000 euros. C'est-à-dire que, grosso modo, les recettes commerciales, c'était ridicule. Et d'ailleurs, ils se sont targués d'augmenter à 4% les recettes. Et en fait, c'est parce que le Conseil général a arrêté de payer les transports scolaires. Donc, en fait, ce n'était pas une augmentation de fréquentation. Et j'ai suivi pendant 6 ans, à peu près, les résultats. Et en fait, en plus, ils gagnaient de l'argent. Il y avait un résultat d'exploitation annuel de 300 000 euros. Ce qui veut dire que, grosso modo, ils auraient fait gratuit, ça n'aurait rien coûté. Et pendant 6 ans, je ne sais pas après parce que ça a changé, ils m'ont viré du conseil de développement. Mais pendant 6 ans, ils ont accumulé jusqu'à plus de 2 millions d'euros. Et la question, c'était à savoir qu'est-ce que vous allez en faire. Ils ne savaient pas. Alors ils ont trouvé un argument, je ne sais pas s'ils l'ont fait, c'est de construire un hangar pour que tous les sous-traitants puissent aller au même hangar. Comme ça ne fausse pas la concurrence. Voilà. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait. Et donc, pendant toute cette période, c'est un affilié au Vert qui tenait la vice-présidence chargée des transports, Olivier Finet, ceux qui le connaissent. Et donc, eux, ils ont dit on est contre la gratuité par principe. Parce qu'on offre un service à quelqu'un, et alors ils prennent des exemples du style pour votre courrier, ben, vous achetez un voilà, des choses comme ça. Et alors, paradoxalement, c'est avec le représentant du patronat local, l'UNIRV, que j'ai eu le plus de discussions intéressantes. Parce que d'abord, le débat a pu s'inviter dans ces réunions un peu, pas très publiques d'ailleurs, et c'est avec lui qu'on a abouti au fait que finalement, soit le pays voironnais, comme vous savez, il y a la pression foncière qui fait que les plus pauvres s'éloignent de plus en plus, et donc il y a une demande de transport, mais aussi d'autres demandes, les services publics classiques, l'assainissement, l'eau et tout ça. Donc déjà, cette réflexion est venue naturellement à cette personne, mais dans le pays voironnais, il y a un certain nombre de gens qui commençaient à dire, dans les communes, commencer à réfléchir à la densification. Il faut éviter que les gens aillent super loin parce qu'on va se ruiner en adduction d'eau, en électricité, etc. Voilà. Les mobilisations de la COP 21, et ça nous a amené à avoir une série de discussions qu'on n'avait pas eues à l'origine. C'est d'abord, quand on parle de pollution, le transport, etc., la principale pollution, c'est le transport des poids lourds. Dans une ville comme Rouen, il y a des milliers de poids lourds qui passent tous les jours. Et aujourd'hui, le développement du capitalisme a pour effet que les stocks sont dans les camions et plus dans les usines. Quand on construit une bagnole, on construit une bagnole quand elle est achetée. Bon. Et comme les voitures, tout le matériel de la bagnole, il faut qu'il soit au même moment. Il faut qu'il arrive au même moment, on va la monter, et ça veut dire que tout ce qui est monté dans une voiture, il se balade dans des camions. Et toute l'économie fonctionne comme ça. Et donc il y a quand même dans la bagarre, ça nous concerne indirectement, c'est pas les transports en commun, etc. Mais dans l'argumentation sur la pollution, on est obligé d'intégrer ça. Et le deuxième aspect, c'est un peu ce que tu étais en train de dire. Je pense que dans toutes les villes, bon, sur Rouen c'est comme ça, mais je pense que c'est partout, que quand je bossais encore, je suis à la retraite, dans mon service, il y avait un tiers des gens qui faisaient au minimum 1 heure de bagnole par jour. Parce que le prix des loyers, des baraques, enfin, pour s'installer à Rouen est tellement élevé que pour avoir une maison, un bout de jardin, ben, les gens ils font 50, 60, 70 km. Et il faut traiter cette question-là. Parce que jusqu'où on est pour la gratuité des transports. Quand on a créé le collectif, on était, et on est toujours d'ailleurs, sur l'idée, il y a une agglomération, l'agglomération socialement elle est divisée, et il faut que tout le monde dans cette agglomération puisse vivre. Bon, qu'on habite dans un quartier éloigné, pas un quartier éloigné. Ça c'est.
Bon, et je pense que c'est juste comme argumentation, c'est la liberté, c'est ce que vous avez argumenté. Le problème, c'est jusqu'où est l'agglomération. Est-ce qu'on est pour qu'une agglomération, ça aille jusqu'à 60 km de toutes les villes? Parce que ça veut dire, si on prend la région chez nous, il y a 2 villes qui sont à 90 km l'une de l'autre. Si on fait la gratuité dans les 2 villes, c'est la gratuité de l'entièreté des transports. Bon. Et est-ce que c'est un modèle de vie qu'on a envie de construire? Il y a une vraie discussion là. Hein. Autant, alors après, il y a une manière, les techniciens que tu dois mieux connaître que moi abordent la question sur les axes structurants, c'est-à-dire, bon voilà, on élimine le problème en se disant on a une densité de transport en commun sur quelques axes structurants, tant pis pour le reste, mais ça ne résout pas ce problème de liberté. Ça ne fait que s'adapter à un système de développement qui est aberrant. Ces gens qui habitent à 1 heure de bagnole de l'endroit où ils travaillent, où ils vivent, etc. Et je pense qu'on ne peut pas éviter cette discussion-là. Je ne sais pas comment dire, quoi. La gratuité va jusqu'où? Quand tu parles des personnes qui vont habiter Tu peux te présenter. Ah oui, Claire, moi je suis sous le collectif de Saint-Martin-d'Hères. Moi, ce que je trouve qui est intéressant dans ta présentation et dans le débat qui suit, c'est que quand on parle de transport public, on parle à un moment donné aussi de comment on aide les personnes à se recroiser dans des transports pour aller, peu importe où ils vont, si c'est le travail, on s'en fout de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on laisse quelque chose qui est individuel et on va retrouver d'autres et on a le plaisir de recroiser des personnes dans les transports. Et sur l'idée de la maison, moi souvent je dis à mes collègues qui habitent loin et qui se tapent des transports, moi je prends mon vélo, je vais au boulot en vélo, j'en ai pour 5 minutes, j'arrête pas de tchatcher tout le long en allant au boulot, donc je suis jamais à l'heure au boulot. Voilà, je règle plein de trucs, tout ça, et je trouve ça super sympa. Voilà. Alors qu'en voiture, les gens, ils peuvent pas faire ça. Ils me font coucou comme ça, mais on peut pas se taper la bise. Et je pense que c'est cette question-là, quand tu poses, quand on repose, et même toi, quand tu poses la question de ces mégapoles, de ces grandes villes, c'est qu'à un moment donné, effectivement, le système capitaliste, dans la vitesse, et il faut toujours aller très vite, et c'est tout ce contact-là. Quand tu dis, les gars, il faut prendre la bagnole, il faut repartir, ils ont pris le temps de discuter à l'intérieur sur pourquoi il faut qu'on fasse grève aujourd'hui, pourquoi il faut aller... Tout ça, tu peux plus, parce que les gens, c'est... on te colle une réunion entre midi et 2, parce que tu comprends, moi, ce soir, j'ai tant d'heures de transport. Eh ben non, moi, entre midi et 2, j'ai envie de me poser, de me reposer, de lire mon quotidien, de parler avec des collègues. Et voilà, c'est tout ça. Et moi, perso, je le dis tranquille, je suis pour la gratuité des transports publics, sur tout ce qui est bus et même pour le train. Aujourd'hui, il y a plein de gens. Moi, je suis femme de cheminot, d'accord? Femme de cheminot, je peux prendre le train. Là, on est descendu dernièrement à Marseille, ça nous coûte 2 €. Quand je dis à mes collègues, mais moi, je peux aller à Marseille pour 2 €, je monte à la fête de l'UMA, ça me coûte 10 €. Mais merde, je suis pour que tout le monde... Aujourd'hui, les TGV sont vides. Ah bah les privilèges. Non, moi, je le pose. Il n'y a que pour l'avion. Il n'y a que pour l'avion où je suis, parce que c'est hyper polluant. Voilà, et qu'effectivement. Mais je considère qu'aujourd'hui, mettre la gratuité, permettre à un jeune de pouvoir voyager, permettre à des gens de pouvoir prendre le train, de voyager, d'être tranquille avec les enfants et tout ça. Parce que là aussi, c'est poser, et j'en resterai là, c'est aussi reposer la question des vacances. Parce qu'aujourd'hui, les gens des milieux populaires, ils ne voyagent plus, ils n'ont plus droit aux vacances, alors que c'était quand même un acquis du Front populaire. Donc, je pense que quand on pose la question de la gratuité, il faut vraiment le prendre dans qu'est-ce que ça veut dire dans relation commune, de comment on re-rencontre les gens. Voilà, mais je peux le prendre pour des spectacles gratuits, je peux le prendre, voilà, c'est ça. Moi, je le pose comme ça, la gratuité. La question de la gratuité des transports, c'est aussi la question de la ville, comment on la voit. Et moi, je suis pour qu'on introduise des questions de classe sociale, de couche sociale, de domination. La ville,
c'est un ensemble de rapports de domination. Et je pense que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un défaut de construction, ce n'est pas des bulles qui apparaissent, c'est dans toutes les mégapoles, il y a des quartiers où il y a une très grande misère. Parce que ça fait partie de la construction de la mégapole. On a besoin d'avoir des populations dominées qui sont à demeure. Et les plus pauvres, parmi les plus pauvres, ils ne s'éloignent pas. Les plus pauvres parmi les plus pauvres, ils sont au sein même de la ville. Les couches sociales les plus pauvres en Angleterre sont au sein même du Grand Londres. On en a besoin. Et la question de la gratuité des transports, pour moi, c'est une manière de lutter contre la domination. Parce qu'autrement, il y a des populations qui sont reléguées, qui sont dans des endroits dont elles ne peuvent pas sortir, sinon pour aller là où on leur demande d'aller. Et il me semble, moi, que intégrer la question sociale dans son terme le plus classique, c'est-à-dire les classes, les rapports de domination et tout ça, c'est aussi un élément de l'analyse de ce que c'est une politique de transport, de ce que c'est la ville, etc. Parce que la ville, c'est pas neutre. On n'est pas... Bien sûr, la question de vivre agréablement ensemble, c'est une question politique importante. Mais on ne peut pas faire comme si un habitant de la ville était égal à un autre habitant de la ville. Il y a des positions, il y a des rôles qui sont différents, et il y a des rapports de domination qui existent. Et comment la question de la gratuité permet aussi d'avoir d'autres rapports politiques et d'échapper, au moins partiellement, à la question de la domination. Moi, je me réinscris. Pour prolonger ce que je disais tout à l'heure, je pense que dans nos revendications utopiques, je pense à la question du temps libre et du temps de travail, et évidemment d'une autre manière de travailler. Pour moi, elle est hyper importante, quoi. Parce que je me rends compte que le rapport au transport en commun, où malgré tout, comme le copain d'Aubagne disait, prendre sa voiture pour aller au bureau de tabac ou à son travail et revenir, et marcher à l'arrêt de bus ou de tram qui est à 5-10 minutes, attendre que le bus arrive, se déplacer, etc. On ne va pas se raconter d'histoire, sauf ceux qui sont sur la ligne de tram et à Grenoble le vendredi soir quand il y a les bouchons. Ça prend plus de temps que des fois le vélo ou la voiture dans certaines circonstances, quoi. Et je pense que tant qu'on n'est pas dans une société où on retrouve du temps libre, en gros, moi je suis pour vraiment intégrer dans notre réflexion une réduction massive du temps de travail, pour tous bien sûr, et de faire en sorte que, comme on a réouvert des espaces de liberté et de temps individuels qui intègrent la possibilité de se déplacer différemment et de prendre du temps, et que ça soit un plaisir, parce que c'est pas forcément un plaisir, des fois on a envie moi personnellement, des fois ça m'intéresse pas de perdre du temps à me déplacer, enfin, je préfère avoir du temps pour être au bistrot avec des copains, enfin, voilà. Donc, du coup, ça pose aussi dans la réflexion sur les villes de demain, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent maintenant dans les villes, et quand on regarde à l'échelle mondiale, ce phénomène se généralise, les campagnes se vident, et du coup, la question de la relocalisation et de repenser le lieu où on vit, le lieu où on habite, le lieu où on travaille, fait partie pour moi des réflexions utopiques de demain, parce que du coup le rapport au transport pour moi il est complètement imbriqué, quoi. On ne peut pas le penser différemment, et pour avoir discuté à Voiron avec des copains de la décroissance, bon, eux ils étaient plutôt opposés à la gratuité d'ailleurs, pour des arguments comme ça, en disant finalement la gratuité peut être au service du libéralisme d'une certaine manière, puisque on va faciliter les déplacements et un habitat très loin, et on ne résout pas le problème de fond qui est de relocaliser le lieu de travail. Voilà. Et pour terminer, bon, je fais un boulot en ce moment sur les comités d'entreprise, et c'est marrant parce que il y avait un témoignage d'une nana qui bosse là, dans la vallée du Rhône dans la chimie, et elle me parlait d'il y a 30 ans. Et elle disait, il y a 30 ans, les gens, à midi, et puis le soir, ils prenaient leur mobilette ou leur vélo, ils allaient au quartier d'à côté où ils habitaient. Et en fait, la vie du comité d'entreprise était riche, très très riche. Les gens, ils avaient le temps de faire des activités entre midi et 2. Ils avaient 1 heure, quand ils finissaient leurs heures de travail, ils avaient en grosso modo 1 heure avant de rentrer à la maison, quoi. Et aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens, ils font 20 à 80 km. Et les gens, souvent en horaire posté,
bon, j'ai des copains profs, ils me disent la même chose. Hein, il n'y a plus le temps de se réunir, il n'y a plus le temps de faire des choses ensemble. Et la question du transport, il faut qu'on fasse gaffe, en tout cas de réfléchir aussi cette contradiction pour faire réfléchir les gens sur ce qu'on veut dans notre utopie, puisque c'est le thème du débat, hein, c'est de l'envisager aussi sur d'autres manières de vivre et de travailler, quoi. Je peux réagir à ce que tu viens de dire, aussi des autres points qui ont été faits. Je comprends tout à fait cette critique, je dirais, qui dit qu'il faut peut-être plus faire attention aux questions climatiques, il faut peut-être diminuer le montant de kilomètres parcourus, qu'il faut limiter l'immobilité. De l'autre côté, cette critique des gens qui s'expriment pour la décroissance, qui disent que voilà, la gratuité de transport commun, c'est un peu la même mélodie que le monde libéral, que ça permet à faire le travailleur bouger plus. Mais je pense que ça montre pas que la gratuité n'a pas de sens. Ça montre plutôt que la gratuité ne peut pas exister toute seule. C'est pour revenir à ce que je disais avant, si on veut que ça soit une utopie concrète, ça veut dire que ça doit être placé dans une stratégie à long terme qui aborde aussi les sujets de planification urbaine, l'environnement, etc. Pourquoi pas, c'est juste une question, je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais pourquoi pas réfléchir à une certaine prime des logements pour se battre contre la différence entre le prix foncier. Pourquoi pas donner les gens un genre de bonus pour ce qu'ils habitent près à leur boulot, mais en même temps le donnant un service public de qualité qui est gratuit pour ce qu'ils arrivent à ce boulot-là. Mais bien sûr, pour éviter les situations dans lesquelles les gens habitent à 100 km de leur boulot et prennent le TGV gratuitement tous les jours. Ça, peut-être, il faut aussi établir. Je suis d'accord avec... je ne me rappelle plus ton nom, mais Claire. Je suis d'accord avec toi qu'il faut peut-être réfléchir à certaines limites de cette politique. Absolument. Il faut pas... je ne veux pas dire qu'il ne faut pas, mais il faut peut-être éviter la situation dans laquelle on peut faire la navette Grenoble-Paris tous les jours. D'ailleurs, je viens d'apprendre que ça existe déjà, le service d'Air France qui s'appelle Navette, qui permet les gens riches de se déplacer à Marseille, faire Marseille-Paris, aller-retour tous les jours. Je trouve ça... Bon, c'est pas le genre de transport commun qu'on envisage. Et de l'autre côté, je pense que oui, on devrait peut-être envisager des instruments qui vont qui essaient de limiter la présence de voitures, mais pas dans la manière dans laquelle on identifie la voiture comme un mode de déplacement méchant, et tous les conducteurs, tous les chauffeurs sont méchants, et il faut absolument éviter d'utiliser sa bagnole dans n'importe quelle situation. Ça me vraiment fait penser aux experts de transport qui regardent leur modèle, qui regardent le chiffre, regardent combien de gens il y a dans quel mode, mais sans se demander quel genre de gens sont dans ces modes. Donc on sait qu'il y a des gens qui utilisent la voiture, on sait combien il y en a, il faut limiter ce chiffre-là, mais pas en se demandant quel type de gens utilisent la voiture. C'est pas que les gens riches, j'imagine que vous le savez très bien. Donc il faut aussi avoir cette réflexion-là et peut-être introduire une certaine diversification selon les critères sociaux et spatiaux. Il y a des professions qui existent aujourd'hui qui sont vraiment difficiles à mener sans voiture. Tout simplement, c'est pas possible. On ne peut pas mettre des outils dans les trams pour des déplacements entre un client et l'autre. C'est pas facile. Et troisièmement, je voulais aussi aborder une petite question. On entend beaucoup dans le discours climatique et tout ça qu'il faut inventer des alternatives, qu'il faut inventer quelques solutions nouvelles, etc. On attend quelque chose cool, nouveau, technologique, comme les voitures qui roulent toutes seules. Donc on attend une solution, une baguette magique technologique. Et je trouve ça un peu naïf. Pourquoi pas utiliser les solutions qui existent déjà et le donner du pouvoir? Pourquoi pas utiliser quelque chose qui est déjà là, qui existe depuis longtemps? Il faut juste faire un choix politique, appuyer ces politiques-là et pas attendre pour ce que Google faire un steak bio qui bouge tout seul. On peut attendre à l'infini, mais c'est un peu bête, non? Ça, c'est mon opinion personnelle, rien de scientifique. Je regardais tout à l'heure le programme de demain et je ne savais pas quand placer mon intervention. Et je la place du côté plutôt d'aujourd'hui, finalement, de l'utopie.
je ne suis pas un fanat de la gratuité. Je suis un militant très actif pour la gratuité des transports, mais finalement, la gratuité, pour moi, ce n'est qu'un outil pour des objectifs à définir. Je dis ça parce que je vous raconte une petite anecdote. Il y a quelques années, quand j'étais élu à la culture à Fontaine, on a recruté une jeune bibliothécaire, directrice, qui venait de Bobigny, et dans le premier entretien qu'on a eu après son embauche, on a passé 3 heures ensemble, et elle me dit « Mais pourquoi il n'y a pas la gratuité de la bibliothèque à Fontaine ?» Et moi, je lui retourne la question « Pourquoi la gratuité ?» Elle me dit « Mais c'est vraiment bien, moi, dans la bibliothèque à Bobigny, c'est gratuit. » J'ai dit « Écoutez, moi, je n'ai jamais réfléchi à la question, mais si la gratuité est un beau cadeau fait à tous ceux qui sont lecteurs déjà à Fontaine, j'y vois pas trop d'intérêt. Si par contre la gratuité permettait à tout un tas de jeunes en particulier de venir à la bibliothèque alors qu'ils ne viennent pas, ce serait bien. Mais surtout que le coût était de 8 € pour les adultes, de 8 € pour les adultes et de 2 € pour les enfants jusqu'à 15 ans. Et finalement, j'ai demandé à la bibliothécaire qui est embauchée par an. 2 € par an. Et j'ai demandé à la bibliothécaire de regarder ce qui se faisait en France. Résultat, parce que ce n'est pas généralisé, mais on s'en fout, la gratuité amenait, notamment dans les quartiers populaires, à une augmentation du nombre de lecteurs. Et notamment, l'exemple était donné, quand on passe de 2 € à 8 € à l'âge de 15 ans, c'est le moment où les jeunes n'ont plus trop envie de lire, ben c'est un prétexte pour ne plus reprendre sa carte et ne plus fréquenter la bibliothèque. Et donc, sur cette base-là, on a décidé la gratuité, qui n'a pas coûté très cher à la ville, et qui a eu comme conséquence qu'effectivement, on a eu une augmentation du nombre de lecteurs, en particulier des jeunes, dans une période où on a une baisse du nombre de lecteurs dans l'agglomération. Et donc, j'en termine pour vous dire qu'il y a une étude assez intéressante que vous pouvez trouver intégralement sur Internet en tapant ENSIB, donc l'École nationale supérieure des bibliothécaires, de Ploux, le nom de l'auteur. C'est donc une étude d'une centaine de pages sur l'impact de la gratuité sur les activités et sur la fréquentation des bibliothécaires, des bibliothèques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre qu'environ 50% des élus sont contre, et qu'environ 50% des professionnels sont contre, considérant que si on rend l'accès libre, un peu comme on l'a vu pour les transports. Donc je pense qu'on pourrait, moi je suis favorable à rentrer dans un tel atelier, on pourrait dans nos collectifs respectifs travailler sur la gratuité d'autres secteurs que ceux des transports pour travailler tous les arguments positifs et négatifs. Oui, je voudrais rebondir justement sur cette question des... Présente-toi. Oui, Jean-François du collectif Grenoblois. Eh bien, oui, je voulais revenir sur ces transports quotidiens pour le travail actuellement. De plus en plus, vous dites, mais c'est pas nouveau. Autrefois, par exemple, les travailleurs de Merlingerin venaient énormément des campagnes de toute l'Isère. Ils venaient du Nord-Isère y compris, hein, donc c'est pas nouveau comme phénomène. Et c'était le cas dans toutes les villes, hein. Au Havre par exemple, je sais quoi. Et deuxième chose que je voulais dire, c'était que justement il ne faut pas considérer que les transports professionnels, il y a aussi les transports voilà, pour rapport à aller à un congrès comme aujourd'hui, quoi. Hein. Il y a des rencontres humaines, je dirais. Il faut pas, et celui-là, faut pas avoir le même comportement par rapport à cette sorte de transport. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est en effet, toi tu poses une bonne question, mais moi à mon avis, ça dépend si les transports qui sont gratuits et qu'on veut développer sont écologistes ou pas. Si tes voyageurs qui vont tous les jours de Rouen à Paris en train, c'est pas pareil que s'ils vont en voiture pour moi. C'est écologiquement parlant, c'est beaucoup moins cher, tant au niveau, je dirais, économique qu'au niveau financier, qu'au niveau écologique, quoi. Donc bon, voilà, autre chose. Ouais. Moi, c'est marrant, contrairement à Edouard, je suis pas trop pour une gratuité utilitaire.
utilitariste, même si je crois beaucoup dans le potentiel de la gratuité des transports en commun comme levier contre la pollution, etc. Je vois aussi ça comme vraiment un projet global de société, et du coup l'objectif c'est pas seulement de l'utiliser comme outil pour des objectifs, mais c'est aussi de sortir des pans du marché. Et c'est vraiment ça, c'est sortir de la marchandisation de ça et arrêter d'utiliser aussi du coup l'argent et le prix et la barrière du prix comme un outil de politique publique. Et du coup c'est aussi pour te répondre aux camarades de Rouen, moi non plus je suis vraiment pas, je trouve que ça serait hyper intéressant de travailler sur les modes de vie et que c'est pas humain de habiter à Rouen et travailler à Paris, et qu'il faut lutter contre l'étalement urbain et qu'il faut relocaliser l'économie, etc. Mais du coup, conditionner la gratuité à ça, c'est un peu poser une espèce de double peine, c'est-à-dire dire ah bah t'habites trop loin de ton travail, tu vas payer. Et ouais, voilà. Je trouve que... Bravo. Oui. Quelques idées comme ça, mais sur la gratuité, donc plus particulièrement au transport. Malgré l'expérience que l'on a chez nous sur les résultats liés à la gratuité, il ne faut pas croire non plus que la gratuité c'est la réponse magique à tout, quoi. Il y a bien d'autres problèmes qui se posent dans les grandes métropoles en particulier, et qui, voilà, la gratuité, même dans les transports, n'est pas la réponse à tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une réponse à certaines inégalités qui se développent dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Qui fait que, en tout cas, c'est un petit peu comme ça qu'on le vit chez nous, les centres de ville les plus attractifs sont réservés à ceux qui ont des moyens financiers les plus importants, et qu'ensuite, il y a toute une sorte de cercles concentriques comme ça qui font que les cités populaires, elles sont rarement en plein centre-ville. C'est comme ça. Hein. Nous, à Marseille, on a des jeunes, vous avez tous entendu parler des quartiers nord de Marseille. Quand ils vont sur le Vieux-Port, ils disent pas on va sur le Vieux-Port. Ils disent on va à Marseille. Parce que pour eux, ils n'habitent pas à Marseille. J'ai travaillé dans les quartiers nord, j'étais prof pendant 30 ans. Il m'arrivait de faire traverser Marseille dans des sorties avec des gamins pour aller de l'autre côté de la ville. J'ai des gamins qui n'avaient jamais traversé le centre-ville de Marseille. Jamais. À vol d'oiseau, ils sont à 7 km. Ils n'y sont jamais allés. Parce que les transports, même si on a toujours tendance à dire le ticket c'est 1 euro, mais c'était trop cher pour eux, ils n'allaient jamais. Et rétablir. Et après, ça se développe un petit peu. Chez nous, côté Aubagne, il y a beaucoup de monde qui sont venus s'installer chez nous parce qu'ils ne pouvaient plus vivre dans Marseille, c'était trop cher. Et parce que, également, effectivement, la crise en fait que Marseille, le port de Marseille, a été complètement laissé à l'abandon, que l'industrie s'est développée autour de Marseille. Et que donc, ils ont bien été obligés de migrer avec. Mais très peu l'ont choisi, quoi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui habitent loin de leur lieu de travail, qui ne l'ont pas choisi non plus. Et en quelque sorte, c'est un peu une double peine, quoi. J'ai pas choisi de vivre de loin de mon lieu de travail, et je paie en plus le transport pour aller de chez moi à mon lieu de travail. Hein, le pire, c'est sans aucun doute ceux qui sont dans la région parisienne, où parfois c'est 1 heure et demie de transport le matin et le soir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pu se loger plus près de leur lieu de travail, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie question de société. C'est vrai. Après, la gratuité ne peut pas répondre à tout. Après, je ne suis pas non plus d'accord avec les décroissants qui disent pour lutter contre ça, il ne faut pas de gratuité. Non, parce que pour moi, c'est la double peine, effectivement. C'est ceux qui n'ont pas pu se loger à côté de leur lieu de travail ou à côté des lieux de vie. En plus, ils ont peu de moyens financiers et il faut qu'ils paient aussi leur boulot. Mais ça, c'est la vieille société telle qu'elle est. Vous savez, depuis quand moi j'utilise
je suis devenu fanatique des transports en public. Depuis que je ne travaille plus. Hein. Non, depuis que je suis à la retraite et que c'est moi qui décide de mon rythme de vie. Voilà. Quand je bossais, c'était tout simplement impossible. Et du coup, vive la grâce. Parce que vive la retraite. Et vive la retraite. Mais parce que il y a des choses qui s'imposent à vous dans la société telle qu'elle fonctionne, ben, qu'on ne peut pas faire autrement. Moi j'étais prof, j'avais mes engagements politiques, si j'avais dû faire en transport en commun tout ce que j'ai fait, il m'aurait fallu, je ne sais pas moi, 120 heures par jour. C'était pas possible. C'était pas possible. Maintenant que c'est moi qui décide, effectivement, je me déplace en transport en commun, chez nous, en train, quand j'ai besoin de me déplacer en France, parce que je décide. Et ça, c'est, je pense, pour reprendre le discours des décroissants, je pense que ce ne sont pas des choses qu'il faut opposer. Il faut avoir conscience de cette réalité-là, mais en même temps, comment aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout le temps, il me semble en tout cas, repousser des solutions aux difficultés des gens au grand soir du jour où tout va changer. Quoi. Je dis, les gens, c'est aujourd'hui qu'ils sont dans la mouise, et c'est aujourd'hui qu'il faut trouver des solutions pour les aider à vivre mieux, et pour aussi avoir la conscience de ce qu'il faut faire pour que ça aille encore mieux demain. C'est pas en leur disant, écoute, tu vas être dans la merde pendant encore 40 ans, et puis après ça ira peut-être mieux, c'est pas trop mobilisateur, ça. Enfin, je pense pas. Donc bon, quelques réflexions, mais en même temps, la gratuité, aujourd'hui, pour moi, c'est un moyen de lutter contre les inégalités. La question de la double peine, vous l'avez évoquée tous les deux, donc j'y reviens pas, je vous l'étais noté. Je trouve que franchement, elle est centrale. Elle est centrale. Et je me disais, j'avais écrit que il y a des questions, il y a deux questions qui m'intéressent. C'est que dans le débat qu'occasionne la gratuité des transports, on a la question de la gratuité et la question des transports. Et oui. Et on n'a pas la même entrée selon qu'on prend l'une ou l'autre. L'intérêt d'avoir un débat à partir des expériences de gratuité de transport, c'est que justement, on ouvre sur différents champs. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que du coup, là, aujourd'hui, on a parlé de la ville, de domination, de lutte contre les dominations, de la gratuité qui, justement, permet, et Antoine vient d'y revenir, de regagner un peu d'égalité aujourd'hui. Et l'intérêt aussi, c'est que ce que Wojciech disait dans son intervention, ça c'est donc la première chose, c'est qu'il y a gratuité et transport. Et il y a aussi ce que tu disais au démarrage sur la participation. Moi je trouve que les débats sur la gratuité, ils ont justement ce mérite-là, de revenir sur des questions plus larges, qu'on pourrait penser périphériques, mais qui en fait sont centrales. La participation dans le cadre de l'élaboration de la gratuité, et pour les collectifs, cette question elle est importante, hein, parce qu'elle va demander à ce qu'il y ait de la participation citoyenne via les associations, les organisations ou citoyens isolés. Mais il y a aussi, après la gratuité, de continuer à avoir ce débat. Et chez nous, à Aubagne, c'était une question importante. Celle-là, elle ne l'est plus aujourd'hui parce que, évidemment, on a changé de pouvoir politique local. Mais avoir régulièrement un travail citoyen pour continuer à aborder la question de la gratuité, soit sur la qualité, soit sur l'utilisation, soit sur la légitimation de la gratuité et comment elle est vécue aujourd'hui, qui pousse derrière à avoir des analyses, une observation, des enquêtes, pour savoir où on en est, et en même temps permettre à la parole citoyenne de se développer. Et je trouve qu'on a une question démocratique au cœur qu'il ne faut jamais oublier, et qu'on continue à la poser, et d'ailleurs elle est liée à la question du pouvoir, et je ne veux pas paraphraser ce qu'a dit Wojciech, mais je crois qu'il faut qu'on continue à évoquer avec les travailleurs des transports, pour ceux qui sont sur d'autres gratuités au cœur de ces questions, et du coup pour les médiathèques, pourquoi pas, comment ils perçoivent la chose, parce que c'est aussi très très important. Et on n'est pas très très loin de l'utopie, hein.
parce qu'en fait, on prend à contre-courant, et Pierre le disait, on prend le capitalisme à revers avec ça, avec la baisse du temps de travail, avec, voilà, avec des questions qui engagent. Et moi, je trouve que c'est ça qui est formidable, c'est de pouvoir se recréer des espaces de débat. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, on en manque. On n'aura jamais trop d'espaces de débat, et donc il faut les multiplier. Juste, parce que au moment, j'ai pensé quand tu parlais de la gratuité des médiathèques, je crois quand même qu'on a beaucoup gagné depuis la gratuité de l'école à la démocratisation. Et donc il faut y penser à ça. La gratuité aide aussi à démocratiser un certain nombre de secteurs. C'est juste pour me faire aussi l'écho des discussions, de plusieurs discussions que j'ai eues au sujet de la gratuité. Est-ce que c'est le bon mot? Alors c'est peut-être pas prématuré de parler de ça, mais la gratuité, ça a changé de comment dire, de substance avec le discours libéral. En gros, la gratuité, d'ailleurs les anti-gratuités le disent, la gratuité ça vaut rien. Et pourtant la gratuité ça coûte. Alors je posais la question de savoir si on ne pourrait pas trouver un autre terme pour attaquer le sujet autrement, à savoir l'accès libre, ou j'ai vu le ticket à 0, ou qu'est-ce qu'on peut dire, la liberté d'accéder au bus, voilà, l'accès libre. C'est juste une question que je pose, parce que gratuité a été tellement utilisée que finalement on dit gratuité aujourd'hui, ça vaut rien, ce sera cassé, ce sera etc. Je suis Anne-Marie, collectif gratuité transport de Grenoble, de l'AGLO. Magali a fait référence au débat contradictoire qu'on a eu avec ce qu'on appelle l'AGLO. L'AGLO, c'est l'ensemble des comités de quartier, on va dire, de toutes les unions de quartier de l'agglomération. Donc là, c'était un débat contradictoire pour ou contre la gratuité. Ce que nos opposants à la gratuité nous ont opposé comme argument, justement, c'était que sur la carte des villes en gratuité, c'était quand même des villes, des agglomérations avec très peu d'habitants. Enfin, c'était pas des grosses villes. Aubagne, je sais pas combien ça fait. Enfin, la plus grosse ville en France serait combien d'habitants? 100 000 100 000. Ah non, 100 000. oui, donc, 100 000, c'est 100 000. C'est 100 000. Bon. Pourquoi 200 000? Staline, j'ai entendu que c'était 400 000. Donc l'agglomération grenobloise, ça serait 350 000 à peu près. Non, 450. 450. Donc on peut mettre équivalent à Staline. C'est plus que ça. Il nous disait donc que c'était possible dans des petites villes, des petites structures. Donc après, le versement transport, on sait qu'il n'est pas le même selon la taille des villes. Dans les petites villes, c'est au-dessous de 2%. Paris, c'est 2,6%. Île-de-France. Bon. Par contre, il y a un autre exemple qu'on a cité au plan international, c'est Chengdu. Bon, toi qui as travaillé là-dessus, non? Ah, dommage. Parce que moi j'aurais voulu savoir comment ça s'est mis en place dans une ville, enfin là c'est gigantesque quoi, pour répondre plus précisément à nos opposants, surtout à Grenoble, quoi. Voilà. Je m'étais inscrit juste très rapidement sur ces histoires d'espace de gratuité. Paul Ariès, il avait dit un truc moi qui m'avait beaucoup marqué. Il avait dit la gratuité, c'est le tabou du capitalisme. Et je crois que c'était très vrai. C'est-à-dire que moi, je me rappelle l'affrontement avec Finet à Voiron. Là, c'était il y a 3 ou 4 ans. À un moment donné, on voyait qu'on touchait quelque chose sur le plan idéologique, mais qui était presque irrationnel. C'est-à-dire que, et c'était d'une violence. Je ne sais pas si tu te rappelles
enfin, l'affrontement que vous avez eu vraiment sur le terrain idéologique, il était révélateur, parce que effectivement, ça gratouillait des choses très profondes, quoi. Et moi, je crois que quand on est ici pour défendre la gratuité, moi, effectivement, je trouve très intéressant qu'on articule la gratuité des transports avec le reste, parce que notre utopie de société, elle s'incarne dans ce qu'on appelle le bien commun, c'est-à-dire développer les espaces de bien commun qui sont pas soumis à des logiques d'argent, pour, articuler avec la baisse du temps de travail, garantir des moyens d'existence à la population, libérée du marché du travail, de la peur du lendemain, etc. Après que, évidemment, il faut que la société, l'économie, elle tourne, il faut construire des maisons, il faut fabriquer des habits, il faut se nourrir, évidemment, tout ça, il faut l'assurer, donc il faut du travail pour ça. Et je pense que, bon, pour participer beaucoup à Nuit debout, on a eu beaucoup de débats très intéressants sur le travail, comment travailler différemment dans une autre société. Et moi, je me rappelle être intervenu une fois en disant que la gratuité, c'est un des aspects enfin, c'est le deuxième volet de la baisse massive du temps de travail. Alors certains appelaient ça autour du salaire universel ou de l'intermittence du travail. Enfin, il y a plein de formulations très passionnantes autour de ça. Mais les espaces de gratuité, pour moi, sont complémentaires. C'est-à-dire de garantir les premiers mètres cubes d'eau, d'électricité, d'internet, peut-être de nourriture, de pouvoir se déplacer, etc., etc. La culture, les bibliothèques, les musées, des choses que la société garantit comme droit pour tous. Pour moi, en tout cas, dans l'utopie militante qui m'anime, moi, je trouve ça très cohérent. Et je suis pour qu'on fasse avancer ces débats dans la société, parce que je pense qu'on n'arrivera pas à convaincre sur la gratuité des transports si on n'arrive pas à convaincre aussi sur le fait que c'est possible de construire une société où ça dégouline de richesses, on gaspille l'électricité à tout va, alors qu'il y a des gens qui peuvent même plus le payer, avec les compteurs Linky et tout ça qui se rajoutent, quoi. Et je pense qu'on peut être populaire et si on veut combattre les gens qui sont sur le terrain libéral, et y compris les Verts, parce qu'ils sont sur le terrain du libéralisme, sur le plan économique, ce sont des libéraux. Et je pense que c'est ça le problème. Le problème qu'ils ont, il est à ce niveau-là. Parce qu'évidemment, on partage des combats avec eux sur la généralisation des transports, faire réduire le tout-voiture, etc. Et ça, il faut qu'on mène le combat avec eux. Y compris la DTC, Sivardière l'autre soir, c'était pathétique, parce que quand on lui dit mais on est du même côté de la barricade, parce qu'on défend les transports collectifs, on défend les transports publics, le service public, évidemment on est ensemble. Mais par contre sur la gratuité, je veux dire, il nous considère comme des ennemis et il a la haine contre nous, quoi. Ça paraît incompréhensible. Voilà. Alors, c'était pour dire que le récit là, sur l'expérience de Tallinn, moi je l'ai trouvé vraiment réjouissant, et surtout sur le fait qu'il n'y a pas d'experts qui sont venus mettre leurs chiffres, leurs statistiques, le côté un peu foutraque du fonctionnement, finalement, avec simplement une volonté politique de rendre gratuit un service. Et moi, ce que je trouve un peu piégeant dans les débats qu'on essaye d'avoir avec les politiques, c'est cette dictature des comptables, des gestionnaires qui vous disent tous « mais vous savez, c'est compliqué, on ne va pas y arriver ». Et si vous n'êtes pas expert, quasiment vous n'avez pas la parole. Et je pense qu'il est grand temps aussi de redonner au rapport citoyen-élu une dimension politique normale, d'hommes, de femmes, d'humains qui veulent changer les choses, qui veulent rendre la vie un peu meilleure, sans pour ça avoir la caution d'un expert. Au niveau financier, parce que je voulais intervenir, parce que si on développe les transports en commun, c'est grâce à la gratuité, eh bien forcément il y aura moins de pollution, donc il y aura moins de frais de santé. Et ça, moi je dis qu'il faut que l'État finance justement la gratuité des transports
parce que justement, la nation, la population aura moins de frais de sécurité sociale. Et la deuxième chose que je voulais intervenir aussi, c'est par rapport à la taxe de transport. Moi, l'inconvénient que j'y vois, c'est la base. La base, c'est les salaires. Et alors, du coup, ça devrait être pour moi une taxe qui devrait être sur la valeur ajoutée par travailleur, quoi. Enfin, qui devrait tenir compte justement de la productivité de l'entreprise. Parce qu'il y a des boîtes qui sont... Il y a quand même des boîtes pour reconnaître qui sont petites ou qui ont peu de productivité et que les taxes, toutes basées sur les salaires, ça handicape, quoi. Tandis que si c'était sur la valeur ajoutée par travailleur, à ce moment-là, ces entreprises-là paieraient presque rien. Ça serait les grosses entreprises qui font beaucoup de profits, qui embauchent très peu, qui paieraient beaucoup la taxe. Une dernière intervention. C'est un sujet complexe, mais il devient simple lorsqu'il est approprié par les citoyens à partir des différentes problématiques. Et si vous mettez les experts, ils vont vous créer des grilles et des trames incompréhensibles. C'est comme pour certains logarithmes, c'est impliqué un domaine. Voilà. Et ça, il faut savoir, même dans le logarithme, on sait comment tricher, malgré la robotisation. Alors, moi, je crois que le mot gratuité, il faut absolument le relier à la démocratie. Qui peut assumer ou assurer cette gratuité s'il n'est pas associé à un débat démocratique? Mais la démocratie a la condition qu'elle existe réellement, pleinement et perpétuellement. Est-ce que dans le privé, il y a le mot gratuité? Donnez-moi un secteur qui est privatisé, où l'existence d'une gratuité existe. Mais sauf qu'il ne faut pas jamais oublier que le privé, la privatisation, c'est d'abord un conseil d'administration des actionnaires. Pourquoi actuellement tous les débats néolibéraux, qui effectivement n'arrêtent pas de parodier ce qu'on entend par service public et même progressivement par la démocratie? Parce qu'ils contrôlent les médias qui nous adviennent perpétuellement. Il ne faut pas oublier pourquoi les médias sont contrôlés par les financiers de plus en plus. Ça ne rapporte pas de l'argent. Il n'y a que la publicité. Ça ne rapporte pas. Mais réellement, la publicité, vous la payez, vous, à travers les objets que vous achetez. Mais vous n'avez aucune maîtrise sur le contenu de la publicité qui ne vise qu'à vous aliéner pour dire qu'effectivement, le privé est mieux que le public. Mais donnez-moi un service. Il y a eu des livres économiques qui montrent qu'actuellement, la complexité des sociétés multinationales, si on additionne l'ensemble de leurs coûts, d'une façon objective, on se rend compte que ça revient plus cher qu'un service public assumé au niveau du territoire. Il y a des études quand même sérieuses qui apparaissent. Pourquoi ils multiplient à chaque fois les paradis fiscaux? C'est pour cacher la circulation de l'argent. Écoutez, il faut savoir que plus de 50% de la dette privée a été rendue publique. Simplement par une loi. Donc ça, il faut savoir, plus de 50% de la dette privée est rendue publique. Oui, et c'est ça que veut dire qu'il faut, même le crédit dans certaines démarches éthiques doit être gratuit. Parce que le crédit lié à un projet est effectivement une forme de mobilisation de la société. Donc c'est pour ça que moi, à mon sens, la gratuité, si elle n'est pas reliée à la démocratie, ben on est perdant. Alors le dernier mot à Wojciech, et ensuite on donne la parole à Pascal pour les infos pour la suite. Bon, je ne vais pas faire une grande conclusion. Juste pour aborder cette question des données, je suis absolument d'accord que les données peuvent être utilisées pour fermer le débat, pour voilà, montrer des choses qui sont incompréhensibles que par les experts qui font partie du champ orthodoxe, bien sûr utilisées pour reproduire ces champs et montrer que ouais, il faut construire des autoroutes et avec quelques belles pistes cyclables pour voilà. De faire. Je suis désolé. mais quand même, je trouve ça un peu dommage qu'on ne peut pas savoir quel impact a eu cette politique à Tallinn. Je trouve ça étonnant.
Je trouve ça vraiment dommage qu'on ne peut pas dire clairement que c'est clair qu'il y a plus de voyageurs dans le bus. Et qu'ils ont... Oui, c'est des anciens piétons. Et moi, je m'en fiche de ces faits. Enfin, pour le Vers, c'est un grand défi. Si j'ai bien entendu, enfin, en route vers ici, j'ai entendu qu'il y a un argument mené par le Vers ici à Grenoble, la gratuité de transport commun, c'est quelque chose qui va rendre les gens obèses. Quoi. Mais, donc pour moi, ça serait intéressant de voir les chiffres, de soit constater, oui, ok, c'est les gens qui étaient piétons, mais maintenant ils utilisent le transport commun. Aux États-Unis, tout est gratuit, c'est pour ça que les gens sont obèses, c'est la gratuité. Oui, bien sûr. C'est pour ça, 2 semaines à Tallinn, je pris du poids. Je pense pas que c'est ça. Mais je pense que quand même, nous scientifiques, si on veut toucher un peu à la vérité, les données nous aident beaucoup. Aussi, bien sûr, c'est la question de traitement des données. C'est jamais, il ne faut pas croire aux données comme au Karl Marx ou Dieu, mais quand même, c'est nécessaire pour établir un peu ce qui est faux et ce qui est vrai. Et là, je pense que la question de chiffres est vraiment étonnante parce que, comme j'avais dit, la différence du chiffre sur l'impact, la croissance de l'usage de transport commun est de 1,2 jusqu'à 11. Donc la différence vraiment est grande. Donc le premier chiffre vient d'une étude menée par l'école royale en Suède, Katera à Stockholm, et l'autre c'est le chef, le patron de la compagnie de transport public. À qui croire, je ne sais pas, c'est justement ça. On n'a pas de données pour déconstruire ces chiffres. Comment je peux faire une conclusion suite à un débat tellement enrichissant et vraiment, encore une fois, le niveau de ce débat est étonnant. Enfin, vraiment. Pas de conclusion. Non, donc, voilà, donc pas de conclusion. Peut-être je vais faire une petite pub. Ça m'intéresserait beaucoup de parler aux activistes de différentes villes où ça existe, où vous luttez pour ce que ça existe. Juste pour vous poser quelques questions sur votre attente par rapport à cette réunion-là. Vos objectifs. Donc si vous voulez consacrer 5 minutes de votre vie pour vous parler, je serais ravi. Parce que, et voilà, ça c'est une petite promesse, parlant de la vérité, mon rôle de tout ça, je suis venu plutôt avec les questions que des réponses. Donc dans les mois à venir, je vous promets de vous donner des données. Pas les réponses alors. Merci à Bosquet. Je pensais peut-être juste un truc comme pour ceux qui n'étaient pas dans des collectifs et qui sont venus aujourd'hui, je voulais quand même dire par rapport à demain. Donc il y a 3 ateliers qui se tiendront en parallèle, en petits groupes. On essaiera de se répartir. Donc il y en a un sur la question du financement de la gratuité des transports. Il y en a un deuxième qui est sur sortir du tout voiture avec la question de l'emploi, point d'interrogation. Et un troisième autour de, en gros, qu'est-ce qu'on partage nous tous entre les différents collectifs, donc autour d'un texte qu'on pourrait finaliser ensemble, qu'on avait déjà commencé à faire, qui est dans le texte. Et en gros, ce qu'on a proposé là à Grenoble, c'est qu'en fait cette réunion, ce 3e atelier, prépare en fait l'AG sur ce que font les uns et les autres et qu'est-ce qu'on pourrait construire ensemble. Hein, cet atelier peut le préparer parce qu'on s'est dit que le texte, ça pouvait être un peu limité et que c'était aussi important qu'on mutualise notre matériel, nos expériences, et ce temps de travail peut le permettre. Et ensuite de finir sur qu'est-ce qu'on construit ensemble au niveau, voilà, sur les objectifs communs.